Bonjour et bienvenue à cet autre numéro d'Éduc Action ou l'éducation en action. Nous sommes toujours à Ottawa, à la Maison Fraternité avec Alexandra Fortin. Bonjour. Bonjour, vous êtes criminologue et psychothérapeute. Oui. Et Loïs Alexandrian, vous êtes la directrice au service aux jeunes. Au service aux jeunes et familles de Maison Fraternité. De Maison Fraternité, vous êtes psychologue. Oui, psychologue clinicienne. Et Alexandra, elle est directrice adjointe des services aux jeunes et familles. Merci pour cette précision, Loïs. Donc, pour ce deuxième numéro ici à Maison Fraternité, nous parlerons du cannabis. Cette question controversée, on va dire, au Canada. Déjà un an que le cannabis est légalisé au pays. Alors, nous allons commencer par vous, Alexandra. Vous êtes criminologue et psychothérapeute. Un an après la légalisation du cannabis, où en est-on au Canada? Vaste question, je sais, mais oui. C'est pour démarrer là. Où est-ce que l'opinion canadienne, on parlera des détails, des causes, des conséquences, etc., des statistiques aussi que vous allez partager avec nous, mais où se situe l'opinion canadienne là, globalement un an après la légalisation du cannabis? Un an après la légalisation du cannabis, je crois qu'on est encore en réaction. On est encore en phase de... On apprivoise tranquillement. Est-ce qu'on sait exactement ce que la légalisation a eu comme effet? La réponse, c'est non. Fait qu'on est encore en phase d'évaluation. Et on est encore en train de mettre des choses sur pied, de regarder certains règlements. Donc, on est vraiment dans la phase de la nouveauté, là. C'est le tout début. On ne peut pas dire que c'est une finalité, loin de là. On a besoin de plus de temps pour observer, peut-être pour comprendre, et pour mesurer les impacts, dont d'ailleurs nous allons en parler durant cette émission. Question toute simple, toute banale, peut-être ridicule pour certains, mais je vous assure qu'elle ne sera pas ridicule pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que le cannabis? Ah, c'est pas ridicule, il faut le savoir, étant donné que c'est maintenant légal. Le cannabis, en fait, c'est une plante. Donc ça, c'est la base. Par cannabis, on parle vraiment de cette plante-là. Puis qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette plante-là? C'est qu'à l'intérieur, il y a un composé, il y a une molécule qu'on appelle le THC. Le THC, en gros, c'est ça qui va faire en sorte que quand soit on ingère, soit on fume, quand on prend cette plante-là et qu'on la met dans notre organisme, c'est ça qui fait qu'on a ce qu'on appelle un buzz. C'est ça qui fait que ça va devenir psychoactif. Donc, si on n'a pas de THC, on n'a pas ce buzz. Puis ce qui est important de savoir, c'est que le THC, ça se mesure, il y a des niveaux d'intensité. Donc, on peut consommer un cannabis avec un THC plus faible et on peut aussi consommer un cannabis avec un THC plus fort. Donc, les effets vont être différents selon la force du THC et selon la personne qui le consomme aussi, puis la façon dont on le consomme. Parlons des effets justement du cannabis, du THC, vous avez dit sur le corps. Quels sont ces effets physiquement? Comment ça s'observe? Comment ça se mesure? On peut parler des effets. Là, vous dites comment ça s'observe. Donc, qu'est-ce que ça fait chez la personne? Comment la personne se sent? Donc, le THC, dépendamment du mode, là, de comment la personne le pris, va faire effet plus vite, plus tranquillement, parce que c'est quelque chose qu'on peut manger, qu'on peut fumer. Donc là, ça, c'est une grosse différence déjà. Un cannabis qui est fumé, les effets se font très rapidement. Là, ça peut être à l'intérieur d'une quinzaine de minutes. Un cannabis qui est ingéré, donc qui est mangé, on peut attendre 1 heure là, avant de commencer à ressentir des effets. Ça peut aller même un petit peu plus que ça. Donc, puis les effets, dans le fond, ce que ça fait chez la personne, le cannabis est un perturbateur.
Donc, un perturbateur, c'est une catégorie de drogue qui vient un petit peu, si on veut expliquer là, pour les gens à la maison, ça vient modifier notre perception de nos sens. Fait que la perception du temps, la perception de l'espace, vraiment, puis c'est pour ça où les gens, des fois, vont parler d'hallucination. On ne parle pas d'hallucination comme de voir un éléphant rose se promener dans une pièce qui vole, pas des choses comme ça, mais plus vraiment sentir les textures différentes et tout ça. Et les gens qui vont consommer du cannabis vont ressentir habituellement un effet euphorique. C'est l'effet que les gens recherchent, c'est la raison pour laquelle ils consomment ça. Donc, les gens vont avoir une espèce d'effet euphorique et puis plusieurs personnes vont parler d'un effet qui est calmant, qui est apaisant. Sur le coup, ça, ce sont les effets à court terme. Maintenant, ça vient avec tout le reste. Tantôt, je parlais de c'est quelque chose qu'on peut fumer. Bien, c'est sûr que tout ce qu'on fume, ça passe par nos poumons. Donc là c'est les effets qu'on voit beaucoup plus à moyen et à long terme sur le corps. Le THC dont on parlait tantôt, bien, pour que ça fasse effet, il faut que ça fasse effet dans notre cerveau. Donc, c'est là où plus ça va aller, plus ça va venir modifier la façon dont notre cerveau fonctionne. Ça, c'est des effets qu'on va voir un petit peu plus tard, là, à moyen et à court terme. Et puis, ça va venir éventuellement altérer la zone de notre cerveau qui régule nos émotions. La motivation chez nos jeunes va être aussi altérée par une consommation de cannabis. Est-ce que la personne sous l'effet du cannabis, pardon, peut se montrer plus dangereuse, plus agressive, violente? Tout se peut. Maintenant, est-ce qu'il y a une corrélation, une cause à effet entre la violence et le cannabis? Il n'y a pas, à mon sens, d'études qui ont démontré quelque chose comme ça. C'est vraiment plus une question d'inhibition, peut-être. Le jugement est altéré. Donc, ce qui peut arriver, oui, il peut y arriver des réactions que la personne n'aurait pas en moment de sobriété, comme il peut arriver avec toute consommation, avec toute drogue, parce qu'on vient altérer. Mais ce n'est pas une causalité. On ne peut pas dire que quelqu'un qui a consommé du cannabis va être plus violent ou plus agressif. Là. Pas forcément. Donc, continuons sur la question, avec la question de la légalisation du cannabis. Le débat n'est pas clos, hein, malgré sa légalisation il y a un an maintenant. Quels étaient les deux pôles d'argumentation? On sait que le pays là, était divisé des pour et des contre de manière bien tranchée. Là. Pouvez-vous nous résumer un peu les deux argumentations? Oui. Puis vous dites était, mais j'ai envie de dire oui. Encore, le pays est encore, on est encore là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il y avait des arguments pour, des arguments contre. L'argument pour la légalisation du cannabis auprès des jeunes qu'on a le plus entendu, c'était vraiment cette idée que plus on encadre une substance, moins elle va devenir accessible aux jeunes. C'était ce qu'on voulait avec la légalisation du cannabis. Tantôt, je vous parlais du THC et des taux de THC. Si j'achète une substance dans la rue, il n'y a pas un papier dessus avec les ingrédients qui me dit comment ça a été fait, puis je vous parlais d'une force de THC. Aucune idée. Si j'achète quelque chose sur la rue, sur le marché noir, on ne sait pas. Est-ce que c'est un cannabis qui est plus fort, qui est plus faible? Ce n'est pas encadré. Donc, la légalisation venait avec une espèce de sécurisation, si je peux dire comme ça, du produit. C'est ça. Donc, les gens peuvent savoir maintenant qu'est-ce qu'ils achètent. Ça, c'était un des arguments pour. Un autre argument pour la légalisation du cannabis était au niveau de l'économie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cannabis était extrêmement présent avant la légalisation. Louise, quels sont ces changements? Bien, on parle des changements perceptibles pour les parents qui ont un jeune qui consomme. Donc, un des changements ou une des choses qui peuvent être observées, c'est est-ce que il y a eu des changements par rapport à la présence de leurs jeunes dans les occasions familiales? Donc, est-ce que le jeune continue à être présent ou est-ce que les jeunes, leur jeune s'est isolé ou peut-être est sorti avec leurs amis? Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de la routine?
Donc, peut-être que les jeunes avant allaient à des activités parascolaires et maintenant, tout d'un coup, commencent à sortir beaucoup plus avec leurs amis. Est-ce que leurs jeunes respectaient les couvre-feux et maintenant ne les respectent plus parce qu'ils sont occupés avec les jeunes? Est-ce que lorsqu'il y avait une communication plus facile, tout d'un coup, lorsqu'il y a des questions qui sont posées aux jeunes, là, les jeunes deviennent sur la défensive ou le silence, puis là, la communication passe plus. Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de la tenue vestimentaire? Peut-être que les jeunes pouvaient s'habiller de façon plus mode, puis là, il y a un laisser-aller. Est-ce qu'il y a des changements au niveau des entrées et des sorties d'argent qui peuvent être observés? Tout d'un coup, leurs jeunes commencent à avoir des dépenses d'argent, du nouveau linge, puis qui n'a pas été octroyé par les parents. Un nouveau cellulaire. Un nouveau cellulaire, des nouveaux baskets, des choses comme ça, des nouveaux bijoux. Est-ce que les noms qui surgissent dans les conversations ont changé? Est-ce que le vocabulaire a changé? Est-ce qu'il y a des mensonges qui se sont apparus lorsque les parents posent des questions à propos des allées et venues? Puis là, ils s'aperçoivent plus tard que mais tu m'as dit que tu étais là, mais là, tu n'es plus là. Tu sais. Est-ce qu'il y a une espèce d'assombrissement au niveau de l'humeur? Ou est-ce qu'il y a des hauts et des bas au niveau de l'humeur qui n'étaient pas là avant? C'est tous des changements qui peuvent être perceptibles par les parents à propos d'un jeune qui est en train de passer tranquillement, pas vite, à une consommation plus fréquente ou une consommation régulière. Tout ce que vous venez de nous dire, Loïs, exige que les parents soient outillés, soient formés à reconnaître ces signes et à savoir comment se comporter, quelle attitude avoir face à un jeune, à leur enfant qu'elle soupçonne de consommer du cannabis. Oui, vous avez raison. Vous avez raison que ça requiert une certaine connaissance. En même temps, ce que les parents ont quand même, et ils sont très équipés à faire, c'est d'identifier les changements. Maintenant, à savoir à quoi attribuer ces changements-là, ça c'est une autre question. Puis effectivement, on a besoin d'une grille de lecture plus particulière. En même temps, c'est les parents qui vont souvent remarquer les changements, puis commencer à se poser les questions, à savoir, mais à quoi les attribuer? Est-ce que c'est un problème de santé mentale? Parce que ça peut être ça. Est-ce que c'est parce qu'ils vivent un échec dans un domaine de leur vie? Est-ce que c'est parce qu'ils ont vécu une situation très difficile parmi leur groupe d'amis? Est-ce que c'est un problème de consommation? Donc, c'est des questions qui demandent une grille de lecture et donc, Maison Fraternité, notre programme de prévention, s'adresse entre autres aux parents, puis l'atelier qui leur permet d'acquérir cette grille de lecture plus propre aux problèmes de consommation. Ça s'appelle le bon choix et ça fait appel à l'intention des parents que leurs jeunes fassent le bon choix face aux influences autour d'eux. Merci beaucoup, Loïs. Alexandra, vous voulez ajouter? Oui, je voulais seulement ajouter un petit point. Pour moi, c'est important que les parents travaillent de pair avec l'école. Dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'on voit. C'est quand les parents remarquent des choses à la maison et qu'à l'école, le personnel scolaire remarque des choses. Et que ces gens-là se parlent. Oui. Donc, quand on a à l'école un enseignant de mathématiques qui dit « J'ai remarqué que tel élève, il faisait pas ça en début d'année, là, il se retire, il n'y a plus les mêmes amis. » On parle à la direction adjointe qui dit « Ah, j'ai eu une discussion avec la maman qui me disait que la fin de semaine, le jeune, il n'est jamais là, il part toujours. » Donc, quand on met tous ces morceaux-là ensemble, c'est beaucoup plus facile d'intervenir. Fait qu'il ne faut pas que les gens restent seuls avec ça. Chaque petite observation, c'est une fois qu'elles sont mises ensemble que là, on peut aller de l'avant et se dire « OK, ça va peut-être pas bien. » Excellent. Là, vous venez de mettre le doigt sur ce que nous n'avons cessé de dire,
éducation, à savoir la complémentarité, le travail d'équipe entre l'école et la famille pour que nos jeunes soient le mieux formés possible, pas seulement d'un point de vue scolaire, mais aussi par rapport à leur bien-être et à leur épanouissement social. Donc, je reste avec vous, Alexandra. Pouvez-vous partager avec nous quelques statistiques liées à la consommation des drogues en général et peut-être même spécifiquement du cannabis en milieu scolaire chez nos jeunes? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation en général, elle est là. Donc, on peut pas, c'est un incontournable, on ne peut pas se dire que c'est à l'extérieur des écoles. La consommation, elle existe chez les jeunes, elle était là avant la légalisation, elle est encore là maintenant. Les dernières données qu'on a par rapport au sondage sur l'utilisation de substances des jeunes en Ontario, donc ces dernières statistiques-là datent de 2017. Dans ce sondage-là, on demandait aux jeunes, dans la dernière année, est-ce que tu as été sous l'influence de quelque chose? Peu importe la substance, donc alcool, cannabis, autre drogue. Est-ce que tu as été sur l'influence à l'école? 1 sur 8. Donc, un jeune sur 8 a dit oui, moi, dans la dernière année, au moins une fois à l'école, j'étais sous l'influence de quelque chose. C'est beaucoup. On a posé la question aux jeunes, est-ce que dans la dernière année, on t'a offert de la drogue ou on t'en a vendu ou on t'en a donné? Fait un jeune sur 5 a dit à l'école, oui, on m'en a offert ou je sais où m'en procurer. Puis maintenant, on leur posait la question, puis dans ta communauté, à la communauté, ça tombait à 1 sur 4. Donc, si on dit un jeune sur 4 s'est vu offrir une drogue quelconque, un jeune sur 8 a dit, moi j'étais sous l'effet pendant que j'étais à l'école, on ne peut pas dire que la consommation est extérieure à nos jeunes. C'est là. Donc, d'où l'importance de les équiper pour qu'ils fassent face à ces situations-là, puis qu'ils soient en mesure de prendre des bonnes décisions puis de faire des bons choix une fois qu'ils sont mis face à ça. Tout à fait. Avez-vous remarqué une différence entre les Canadiens de plus longue date et puis les jeunes de l'immigration récente par rapport à l'exposition aux drogues et peut-être spécifiquement au cannabis? C'est intéressant comme question. On s'y est beaucoup intéressé dans les dernières années. Puis, dans les jeunes, si on regarde juste les jeunes qui nous ont été référés à Maison Fraternité, pour l'année scolaire dernière, donc pour l'année scolaire qui était 2018-2019, le quart, donc un jeune sur 4, était un nouvel arrivant. Donc, cette réalité-là, c'est sûr qu'elle touche tout le monde. J'en parlais tout à l'heure, si la consommation se retrouve en milieu scolaire ou dans la communauté, mais nos jeunes, qu'ils soient nouvellement arrivés ou pas, la disponibilité, elle est là aussi. Tout à fait. Merci. Maintenant, que doivent faire les écoles? Parce que s'il y a tant de présence et d'influence et de consommation et de commerce aussi, j'imagine, dans nos écoles en Ontario et à l'échelle du pays, c'est bien que les écoles ont un rôle important à jouer, les enseignants, enfin, tout le personnel. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je pense que la première chose à faire, avant même d'éduquer nos élèves, c'est de s'éduquer nous-mêmes. Parce que là, c'est nouveau, la légalisation. Donc, ça existait, le cannabis, c'était là, sauf que, quelles sont les modalités de ça? Ça, c'est encore nouveau. Puis, il a circulé toutes sortes d'informations. On n'est pas certain. Donc, c'est important de prendre le temps de s'éduquer. Donc, que les parents soient informés, que le personnel scolaire soit informé, puis qu'après ça, ils puissent passer cette information juste et vraie aux jeunes. Ce qu'on est à risque d'observer si on est mal éduqué ou si on n'est pas au courant, si on ne s'est pas intéressé et on n'a pas fait de lecture, c'est que les jeunes, eux, vont s'être intéressés à ce sujet-là. C'était très d'actualité, c'était très nouveau. Les jeunes ont lu ça sur Internet, en ont parlé. Donc là, c'est vraiment important que les connaissances des jeunes ne dépassent pas celles des adultes. Pour que les adultes viennent mettre l'accent sur la bonne information que les jeunes ont prise, et aussi venir nuancer la façon dont les jeunes l'ont comprise. Je vous donne un exemple. Si on dit le cannabis est maintenant légal. Oui, sauf que quand je suis un élève à l'école secondaire, j'ai pas plus le droit de consommer ou d'avoir accès à cette substance-là. Le cannabis a été légalisé au niveau du Canada. On a dit que ça prend un minimum de 18 ans
pour consommer ou pour avoir accès ou pour acheter du cannabis. Donc, nos élèves dans nos écoles qui ont moins de 18 ans, ça ne devrait pas être plus légal que ça l'était avant. Tout à fait. Une chose super importante que on oublie un petit peu, c'est qu'avec la légalisation du cannabis, oui, est venue une plus grande disponibilité au niveau légal pour les adultes. Par contre, est aussi arrivée une sévérité au niveau des peines. Et ça, on l'oublie. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, depuis le 17 octobre 2018, un adulte qui donne ou qui vend du cannabis à un mineur, ou un adulte qui utilise un mineur pour vendre ou donner du cannabis, est maintenant passible d'une peine qui va jusqu'à un emprisonnement de 14 ans. Ça, c'est très, 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 très sévère. Ça n'était pas là avant. Et ça, c'est important de le dire à nos jeunes. Pourquoi? Parce qu'on a souvent en tête la personne de 40 ans qui va aller donner du cannabis aux jeunes de 16 ans. Par contre, selon la loi, si j'ai 19 ans, puis que je donne du cannabis à mon ami qui a 17 ans, on a seulement 2 ans de différence, mais je suis quand même un adulte en train de donner à un mineur. Et ça, c'est important d'informer nos jeunes à ce sujet-là. Surtout nos jeunes de 11, 12e année, où des fois la moitié du groupe d'amis est adulte, la moitié du groupe d'amis est encore mineur. Ah bon. Voilà une précision qui vaut vraiment la peine d'être connue de tous. Il y a une autre différence aussi, j'aimerais que vous nous expliquiez ça, Alexandra, du point de vue de la légalisation du cannabis, ou de sa consommation en tout cas, entre le Canada, le fédéral, et l'Ontario, le provincial. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des lois criminelles au Canada, la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est pour tout le Canada. Donc, quand on dit qu'une substance, une drogue est légale ou non, c'est pour tout le Canada. L'alcool, c'est une substance qui est légale partout au Canada. On a fait la même chose avec le cannabis. On a dit cette substance-là va maintenant être légale partout au Canada. Sauf qu'on a encadré, qui n'est pas tout à fait comme l'alcool. L'alcool, c'est légal, point. Le cannabis, on a dit, on peut posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis. Plus que ça devient illégal. Ça, c'est particulier parce qu'on n'a pas cette limite-là avec l'alcool. On n'a pas une limite de quantité qu'on peut posséder. Et là, on a dit à chaque province, mais maintenant, chaque province a le droit de réglementer certaines choses par rapport à ça. Et c'est là où l'âge de 19 ans arrive, par exemple. Donc, dans nos lois canadiennes, on a dit à partir de l'âge de 18 ans. Par contre, les provinces ont le droit de modifier cet âge-là. L'Ontario s'est arrêté sur l'âge de 19 ans. Comme ils avaient fait avec l'alcool. Même chose. Les provinces avaient le droit aussi d'encadrer la question de à quel endroit on va avoir le droit de consommer le cannabis. Puis à quel endroit on va l'acheter aussi. Qui va vendre ce cannabis-là. Donc ça, ce sont des choses qui ont été choisies par l'Ontario. Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, en Ontario, c'est seulement à partir de 19 ans qu'on peut consommer, acheter du cannabis légalement, alors que dans d'autres provinces du Canada, ça se pourrait que ce soit plutôt à partir de 18 ans. Oui, exactement. Au moment où on se parle, par exemple, le Québec, c'est 18 ans. Le Québec regarde pour mettre 21 ans. Donc, les raisons pourquoi on regarde ça, c'est que le cerveau des jeunes, on sait que le cerveau continue à se développer jusqu'à la mi-vingtaine. Donc, notre cerveau n'est pas 100% formé encore quand on a 18 ans. Puis, le cannabis étant quelque chose qui agit sur notre cerveau, plus on consomme tard, moins les effets sont risqués pour notre cerveau. Donc, même si on a légalisé à partir de 18 ou 19 ans, l'effet de consommer cette drogue-là, l'effet que ça peut avoir sur le développement de notre cerveau, que la substance soit légale ou pas, l'effet demeure là. Merci. Une autre différence, j'aimerais que vous expliquiez à nos téléspectateurs, téléspectatrices, pourquoi cet âge de 18 ans? Vous avez dit un peu plus tôt que c'est lié au code criminel canadien, mais pouvez-vous nous donner quelques détails, quelques éléments qui vont permettre de comprendre un peu comment tout ça est structuré au Canada? C'est le système de justice du Canada qui est fait comme ça. Le système de justice pénale. Donc, la façon dont ça fonctionne au niveau criminel, c'est que avant l'âge de 12 ans, on ne peut pas être reconnu criminellement responsable d'un crime.
Ça n'existe pas au Canada, on ne peut pas. Entre 12 et 17 ans, 17 ans, 364 jours, là, entre 12 et 17 ans, on a quelque chose qui s'appelle la LSJPA, qui est la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Donc ça fait en sorte que on a les mêmes choses qui sont légales ou illégales, sauf que les peines vont être beaucoup moins sévères. Dans le fond, on a une compréhension comme quoi, quand on est adolescent, ça se peut qu'on fasse des mauvais choix, puis on essaie d'aider les jeunes plutôt que de les punir. Par contre, la loi dit qu'à partir de 18 ans, on est considéré comme un adulte, on a le droit de voter. Et à partir de 18 ans, on est adulte et tout le système de justice d'adulte s'applique oui, exactement. dans sa sévérité. Donc, c'est la raison pour laquelle le Canada a dit 18 ans pour le cannabis. Merci beaucoup, Alexandra, pour tout cet éclairage. Je reviens à vous, Loïs. Parlons encore de l'immigration. Je discute avec beaucoup de parents ici de l'immigration et qui ne comprennent pas. Plusieurs, en tout cas, me disent, mais Bertrand, je ne comprends pas, nous ne comprenons pas. Pourquoi légaliser le cannabis? Est-ce que ce n'est pas plus dangereux pour les jeunes? Est-ce que ce n'est pas encourager, pousser nos enfants, nos jeunes vers cette consommation, vers cette substance? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme Alexandra disait tantôt, il y a du pour et du contre par rapport à la légalisation du cannabis. Il y avait toute la question de l'illégalité et des conséquences de cette illégalité par rapport à savoir si le produit était le plus sécuritaire possible, si on veut utiliser ce mot-là, à cause des autres produits qui étaient mêlés souvent au cannabis, qui étaient vendus sur le marché noir. Donc, avec la légalisation du cannabis, du moins la partie qui est vendue avec l'autorisation du gouvernement, c'est écrit la provenance, le niveau de THC, le niveau de CBD, et même l'effet que ça pourrait avoir. Donc, au niveau de la sécurité du public qui consomme, il y a un effet à ce niveau-là. Bien sûr, il y avait des avantages parce que ça vient avec des permis provenant du gouvernement, donc il y a des avantages financiers, monétaires, aussi pour le gouvernement à ce niveau-là. Le pendant de ça, c'est que pour les jeunes qui croient déjà que le cannabis est naturel, comme Alexandra a dit, qui est une plante, tu sais, dans leur esprit à eux, on n'aurait pas légalisé quelque chose qui était dommageable. Et ils n'ont pas souvent l'information, mais parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils font partie d'un groupe d'amis, parce qu'on veut essayer plein d'affaires à l'adolescence, parce que ça a l'air cool, parce que les artistes le font, parce que les pubs en parlent, etc., etc. Tout ça crée un attrait, puis à l'adolescence, on est plus vulnérable, si on veut, à ce qui a l'air attrayant et cool, et ce qui peut augmenter ma popularité. Et ça a été renforcé aux yeux de beaucoup de jeunes depuis la légalisation. Ce qu'il faut comprendre dans la légalisation d'un produit, c'est que le caractère légal ou illégal, c'était une seule conséquence du cannabis. Donc, le cannabis vient avec son effet, avec ce qu'il va faire sur notre corps, ce qu'il va faire sur notre cerveau, avec les risques de dépendance, avec la concomitance avec la santé mentale aussi, parce qu'il y a des risques au niveau de la santé mentale. Tout ça n'est pas disparu. Ce qu'on a enlevé, c'était la conséquence légale. Donc, le risque d'être arrêté par la police, de s'en aller devant un juge, d'avoir une peine, d'avoir un casier judiciaire qui nous suit. Donc, c'est une chose qu'on a enlevée. Et ça, c'est quelque chose à expliquer à nos jeunes et à répéter. Quels sont les risques, Alexandra? Merci beaucoup. Quels sont les risques, on va dire, à long terme, là, trentaine, quarantaine peut-être, pour un jeune qui tombe dans la dépendance au cannabis? Quels sont les risques liés à la santé mentale, mais liés aussi à, on va dire, son développement social, à son épanouissement, à
sa vie d'adulte. Les risques à long terme, ce qu'on voit, une personne qui a une dépendance, là, comme vous le dites, une personne qui consomme beaucoup, puis sur une longue période de temps, c'est sûr que ça vient altérer la mémoire, beaucoup. Ça va venir altérer la rétention de l'information. Donc, les gens qui consomment du cannabis, souvent se disent, quand je suis sous l'effet, je me concentre. Ils n'ont peut-être pas tort, ils se concentrent. Sauf que l'information n'est pas retenue, l'enregistrement se fait vraiment plus difficilement. Donc, ça vient jouer là-dessus. Ça vient, je le disais un petit peu plus tôt, jouer avec les émotions. Donc, la régulation des émotions, ce qu'on va voir à long terme, c'est des personnes qui ressentent plus de grande joie et plus de grande peine. Ce sont des gens qui sont vraiment dans un état un petit peu de neutralité constante. C'est des gens aussi où on peut, il y a une altération au niveau de la motivation, donc ça devient plus difficile de s'intéresser. Tout devient un peu amorphe. Donc, moins d'intérêt, moins d'implication. Et là, vous le disiez, dans la vie sociale, dans la vie familiale, dans les sports, dans les loisirs. On a beaucoup moins de passion. Donc, c'est quelque chose qui un peu éteint, je dirais, l'énergie des gens. Maintenant, au niveau des risques à long terme aussi, on en parlait un peu, c'est sûr qu'il y a des risques au niveau de la santé mentale. Un des risques très, très, très importants qui est à ne pas négliger, c'est les risques au niveau des psychoses. Donc, la psychose, si on peut vulgariser très rapidement, là, c'est un peu une déconnexion de la réalité. C'est un peu un état dans lequel c'est difficile de différencier le vrai du faux, ce qui est du domaine de l'imaginaire ou ce qui est du domaine de la réalité. Donc, et ça, il y a une corrélation entre une consommation de cannabis et la psychose. Ce ne sont pas tout le monde qui vont consommer du cannabis qui vont développer une psychose, vraiment pas. Sauf que le risque est plus grand. Avec ça devient les troubles psychotiques aussi, comme la schizophrénie. Tout ça, il peut y avoir un lien. Loin d'être tout le monde, mais si on a une prédisposition, si on est à risque, ça peut déclencher ça. Un lien avec la dépression, un lien avec l'anxiété. Donc vraiment, sur du long terme, c'est ce qu'on voit avec les consommateurs de cannabis sur une longue période. Puis ce qui est difficile, c'est qu'une fois qu'on arrête, parce que si on décide qu'on veut changer, ça prend quand même assez de temps avant que la machine se remette en touche. Donc, c'est difficile parce que quand on arrête de consommer du cannabis et qu'on en a consommé depuis 5 ans, depuis 10 ans, ça prend beaucoup de patience et de persévérance avant d'atteindre un niveau où on va recommencer à avoir de l'intérêt, on va recommencer à avoir de l'énergie. C'est long. Merci beaucoup. Loïs, dernière question pour vous et puis nous allons conclure avec Alexandra. Comment est-ce que Maison Fraternité peut accompagner les jeunes, les adultes sous le coup de la dépendance au cannabis? Bien, nous offrons une gamme de services allant de la prévention au traitement. Bien sûr que la prévention étant la première porte, si on veut, c'est vraiment un programme qui offre une variété d'ateliers des jeunes de la 4e à la 12e année, ainsi qu'aux parents. Puis le désir, c'est vraiment d'informer et d'équiper les jeunes pour faire pour effectuer des décisions éclairées. Avec les jeunes plus jeunes, l'accent est mis davantage sur les habiletés de base. Donc, les relations interpersonnelles, savoir c'est quoi une situation qui me rend inconfortable et quelles sont les ressources, quels sont mes alliés, comment m'affirmer, comment prendre ma place, comment aborder une résolution de problème à cet âge-là. Vraiment pour équiper les jeunes de l'intérieur. Et ensuite de ça, avec les années secondaire, plus d'informations sur c'est quoi la consommation, c'est quoi le cannabis, quelles sont ces différentes forces, le THC, etc., etc. Et pour les parents, c'est vraiment des ateliers qui visent l'information, la communication, les règles, les limites, et la structure d'encadrement à donner à leurs jeunes. Et on travaille aussi avec les écoles. Pour équiper le personnel scolaire à pouvoir, à savoir c'est quoi ce phénomène-là, qu'est-ce que ça a de l'air, comment ils peuvent le reconnaître en salle de classe, de façon à identifier ces jeunes-là et comment créer le pont
au service. C'est toujours le pont parce que les jeunes ont besoin d'un pont, que ce soit l'adulte comme le parent ou que ce soit l'enseignant ou un autre membre du personnel à l'école qui fait le pont avec justement les services appropriés. Alors, tous les services que vous venez de mentionner sont couverts par vos trois, je les appelle succursales. Hein, vous avez 3 succursales. Oui, c'est un bon point. Donc, nous, on est au service aux jeunes et familles. Il y a la résidence des femmes et il y a les services aux adultes. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque endroit a une résidence. Donc, la résidence pour les jeunes, la résidence pour les femmes, la résidence pour les hommes. Et ces services-là sont provinciaux. Donc, n'importe où en province, un ou une jeune qui a des défis au niveau de la consommation ou des dépendances peut accéder à ces services en nous donnant un coup de fil ou en allant sur notre site Internet, en cliquant sur information ou allant dans les différents programmes distincts, jeunes, adultes, et en contactant directement les gens. Merci beaucoup Louise. Alexandra, la question de la fin, quel avenir pour le cannabis au Canada dans les 2 prochaines années? Intéressant que vous posiez cette question-là parce qu'on a parlé l'année dernière, le cannabis a été légalisé en tant que substance. Mais il y a 10 jours, le cannabis a été légalisé au niveau de sa forme comestible. Et ça, c'est important de le mentionner. Donc, le cannabis qui a été légalisé l'année dernière, c'était la possession, on a parlé de ce 30 grammes-là. C'était certains produits qui allaient pouvoir être vendus soit en ligne, soit dans des magasins. Et là, c'était 1 an plus tard, donc le 17 octobre 2019, où une autre forme allait être légalisée. Et là, on vient de passer cette date. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le cannabis comestible est maintenant légalisé. L'huile aussi, sous forme de condensé, vient d'être légalisée. Et tout ce qui est attrait aux produits topiques. Donc, les lotions, les crèmes, les choses comme ça. Ces produits-là ne sont pas encore disponibles. Donc là, on vient de donner le OK, si je peux parler comme ça, aux laboratoires et aux compagnies de mettre ces produits-là, d'aller, de commencer à les faire, d'aller chercher des approbations par Santé Canada. Ils doivent appliquer. Ça va prendre un minimum de 60 jours avant qu'ils reçoivent leur OK, le fameux OK. Et éventuellement, ces produits-là vont commencer à apparaître. Donc, on peut se dire qu'à partir de la mi-décembre, on devrait commencer à voir apparaître de nouveaux produits. Et ça va être important de suivre ça et de regarder. Parce que qui dit produit, dit produit différent, une accessibilité, oui, beaucoup plus grande. Parce que si on parle de produits comestibles, donc si les muffins, par exemple, deviennent accessibles, si les lotions deviennent accessibles, le vapotage. Donc, quand on parle d'huile de condensé, vapoter aussi le cannabis, c'est quelque chose qui se fait et là, maintenant, qui va peut-être passer dans les produits légaux. Donc, c'est à voir quel produit va obtenir ce fameux OK de Santé Canada. Ce qu'on sait, par contre, ce qui a été mis de l'avant, c'est que les compagnies se feraient refuser tout produit qui pourrait être attrayant pour un jeune. Et ça, c'est très vaste. Donc, en termes de saveur, de couleur, tout ce qui peut apparaître cool pour les jeunes ne seront pas vendus dans les différentes succursales. Oui. Donc, à voir et à suivre à ce niveau-là, je pense que c'est, en tout cas dans la prochaine année, c'est la chose qu'on va vouloir suivre. Est-ce que ça va rendre plus accessible pour les jeunes? La question reste en suspens. C'est probablement, j'imagine, Malisa Capital TV Éducation Consulting Inc., une invitation à revenir vous voir, selon vos disponibilités, à revenir poursuivre la conversation, puisque, comme vous le disiez, ça ne fait peut-être que commencer, hein, aux jeunes et aux familles de Maison Fraternité et Alexandra Fortin, directrice adjointe de services aux jeunes et aux familles également. Merci infiniment de nous avoir reçus ici à la Maison Fraternité. Alors que c'est un jour sans travail, j'insiste là-dessus. Vous avez pris de votre temps personnel, de votre temps de famille pour partager vos connaissances, votre expertise, pour attirer l'attention de nos téléspectateurs et téléspectatrices sur plusieurs points. Donc, 2 émissions. La première, c'était
les drogues, alcool, dont les dépendances, et les jeunes, le milieu scolaire, et cette deuxième émission donc, sur le cannabis et les jeunes et le milieu scolaire. Merci infiniment et merci à vous, chez vous, dans vos bureaux, pour votre fidélité à Éduc Action. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouverons donc, dans quelques semaines.